disait mon collègue. Et les frères musulmans sont une puissance qui est épuisée aujourd'hui. Oui. C'est pas qu'ils n'existent plus. Ils ont bien sûr des gens qui sympathisent. Mais actuellement, leur nombre, leur pouvoir d'organiser des manifestations, énormes de manifester, c'est pas là. Et c'était pas vraiment jamais là. Oui, c'était bien sûr là, mais c'était bien sûr aussi en alliance avec d'autres groupes. Mais il n'y a pas vraiment d'autres groupes qui sont en alliance avec eux aujourd'hui, sauf quelques petits groupes qui font des manifestations de temps en temps. Mais à la fin du compte, c'est une force épuisée. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la révolution continue, mais ça continue dans des bases plus, je ne veux pas dire conservatives, mais plus organisées dans l'État. L'État actuellement est devenu l'état de la révolution. Ouais. Alors, on est complètement différent aujourd'hui qu'on était à l'époque de M. Mubarak. Ouais. Et dans un certain sens, moi je vois ça un peu, plutôt pas religieux, mais plutôt dans le sens de classe. Ouais. C'est une révolution devenue une révolution de la moyenne classe. C'est la révolution qui n'a pas participé dans la gérance d'Égypte à l'époque de Mubarak. Ouais. Mubarak, c'était la corruption, c'était une clique très étroite de ses proches autour de lui. Ce n'est pas ça le cas aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous dire que, peut-on dire ce jour-ci que c'est fini pour l'ancien régime, et il y a des signes sur la reproduction de l'ancien régime, notamment après que la justice égyptienne a mis en liberté Alaa Ibn Mubarak. Et il y a aussi quelques jours ou 2 mois, il y a un mois par exemple, Mubarak s'est déclaré innocent par la justice égyptienne, ainsi de suite. Donc il y a des craintes dans les rues de la reproduction de l'ancien régime. Oui, je pense qu'à la fin de la journée, la seule façon de montrer que ce n'est pas le cas, ça dépend vraiment des résultats de la politique actuelle. La politique stratégique qu'ils sont en train de poursuivre aujourd'hui est différente. On doit voir vraiment le résultat de ce que ça va nous donner. Mais si après 2 ans, ça ne nous donne rien, alors là, oui, c'est autre chose. Là, je doute, mais quand même, c'est ça. Plus ou moins, on est dans cette situation actuellement. Donc cette question, est-ce que le 25 janvier est une page d'histoire ou c'est un long processus? Absolument. C'est fait Tuan Lai, on a demandé Tuan Lai, qui était après tout avec Martiton, sur la Révolution française, son opinion. Il a dit c'est un peu trop tôt à répondre. Ouais. La Révolution française du XVIIIe siècle. Voilà. Ça prend du temps, bien sûr. Ouais. Votre opinion, monsieur? 2 choses à vous dire, en fait. C'est-à-dire, vous avez évoqué un point très important, une question très difficile à répondre. Est-ce que c'est la fin de l'ancien régime? Il est très difficile de dire que maintenant l'ancien régime est mort. C'est-à-dire, quand on dit la fin du régime, ça veut dire vous parlez de tous les domaines. Il y a des domaines économiques. Vous savez que le président, à titre d'exemple, quand il a lancé son discours devant Davos, au sommet de Davos, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il y a une loi d'investissement, c'est-à-dire un investissement unique. Pourquoi? Pour rassurer les hommes d'affaires. Pourquoi? Parce que cette loi, à mon avis, est révolutionnaire. Quand il sera en fait en vigueur, il sera révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire? Parce que jusqu'à maintenant, dans le domaine économique, vous trouvez une sorte de monopole. C'est-à-dire les grands hommes d'affaires, ils exercent un monopole. Alors, ils ont très peur en fait de cette loi. Alors, parce que cette loi est propre vraiment à éradiquer, à faire disparaître tout monopole. Ça, c'est un point très important. Une fois que cette loi sera, par exemple, mise en vigueur, je vous dirais oui, dans ce cas, il y a une révolution économique. Et puis, en ce qui concerne actuellement la vie politique, tous les journaux, toute la presse parle de quoi? Du retour des caciques de Mubarak. Retour des caciques de Mubarak. Pourquoi? Parce que vu la faiblesse actuellement des factions politiques naissantes. Jusqu'à maintenant, vous avez plus de 80 partis politiques qui n'arrivent pas à faire de coalition. Ça veut dire quoi ça? Vraiment, c'est une opportunité aussi qui serait saisie par les caciques de Mubarak qui ont tout le pouvoir et qui savent très bien comment manipuler l'opinion publique.
Là, c'était un point. Une fois que vraiment qu'on surmonte cet obstacle, une fois qu'on voit par exemple de nouvelles figures politiques sur la scène politique, je pourrais vous dire dans ce cas il y a vraiment une révolution politique. Donc pour 25 janvier, c'est pas une page, je dirais que c'est un des événements, il y a une série d'événements, un processus qui mène à la véritable révolution. Voilà, c'était un premier moment, puis le deuxième moment c'est en juin, mais la révolution, ça dure. Donc vous partagez ce point de vue. La révolution du 25 janvier a été... Dans une page tournée. Non, c'est très important, parce que pour tout gouvernant, pour tout futur gouvernant, il devra savoir une chose. Les Égyptiens actuellement ne sont plus comme auparavant. C'est-à-dire que maintenant, ils savent dire non. Mais permettez-moi de répéter cette question. La révolution du 25 janvier a été volée? Non, absolument pas. Absolument pas. Comment voler? C'est-à-dire que manipulé par qui? Il a été manipulé non, pas manipulé. C'est-à-dire les figures de l'ancien régime essayent via l'économie bien entendu, de quoi? De réapparaître encore une fois. Ça c'est un point, à mon avis, crucial. Ils essaient justement de réapparaître via l'économie, via aussi quoi? Les législatives. C'est-à-dire que maintenant, de temps à autre, on parle par exemple de telle figure qui relevait du Parti national de Moubarak, qui maintenant se mobilise pour se présenter aux législatives. Pourquoi? Parce que les législatives, pour lui, c'est une très bonne occasion, vu la faiblesse, la fragilité de quoi? Des partis politiques sur la scène politique, les partis politiques égyptiens. Nous sommes confrontés à combien? Plus de 80 partis politiques qui ne savent pas s'organiser. Et pas d'idéologie, pas de vision, pas d'expérience, pas. Cliché. Emblème, cliché, justice sociale, on a l'habitude. Ouais. Comment toujours un observateur politique et un historien, c'est comment vous voyez la situation politique pour les partis, les différentes partis, les 80 partis égyptiens qui se trouvent actuellement sur le terrain. Est-ce qu'il y a vraiment une figure ou des figures qui vont être qui vont plutôt convaincre la population égyptienne? C'est à la fin du compte qui vont répondre aux aspirations des Égyptiens, qui vont, si je peux dire, qui vont faire l'écho de la voix de la rue égyptienne. Mais ce sont des, si je peux dire, une chose esthétique. Non, je ne pense pas vraiment esthétique dans ce sens. Petit terme, oui, moyen terme peut-être, mais c'est une évolution. Ils sont actuellement, ils sont pas vraiment même, ils sont pas organisés même des coalitions, par exemple. Ils n'ont pas vraiment organisé qui sont leurs chefs, qui sont les politiciens sur l'horizon qui vont changer tout. On ne les voit pas. En fin de compte, ça doit être un changement de l'institution plutôt que l'individuel charismatique. C'est ça le prochain pas, disons. Actuellement, l'Égypte est quand même, dans le sens historique, bien placée dans ce sens. On est, après tout, le produit des institutions plutôt que des tribus, par exemple. Mais les institutions ne sont pas retournées. On avait trop d'espoir sur des individus plutôt que des institutions. Des partis, après tout, à la fin de compte, c'est le dynamique du parti, pas un seul personnage. Alors, on n'est pas vraiment réussi même à ce moment-là, à cette situation. Nous sommes un peu dans notre enfance, dans le sens des partis politiques et qui vont gérer la situation. Mais à la fin du compte, c'est une évolution. Et ça doit évoluer, c'est tout. Et ça va évoluer. Est-ce que vous avez observé une évolution politique? Oui, bien sûr.
l'évolution politique, mais je vois quand même ce qui doit être gênant, c'est que ce qui est gênant seulement, c'est que dans le domaine économique. C'est-à-dire que je ne vois pas actuellement, je vois simplement des promesses, je vois qu'il y a des projets qui sont mis en place, mais est-ce qu'il y a actuellement des effets positifs, tangibles, de 4 ans de tentatives économiques, de réforme économique? Non. C'est-à-dire que j'ai des statistiques. C'est toujours le cas, un grand écart entre les riches et les pauvres. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais vous étonner même, c'est-à-dire que même c'est pour le budget, pour le déficit, c'est énorme, c'est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que, si vous faites une comparaison, il est vrai que peut-être on peut toujours se référer à une année par exemple où Moubarak régnait en pouvoir. On peut dire, voilà, le taux était par exemple plus élevé. Le taux peut-être était plus élevé, mais les bénéfices et les intérêts étaient peu partagés. Ça veut dire que les pauvres ne savaient pas. C'est toujours le cas, pas liberté, justice sociale, ce sont les revendications de la déclaration du peuple égyptien tout le temps, mais on espère que de telles revendications vont être concrétisées dans les prochains jours. On est toujours armé de l'espérance et de l'espoir. Mais à la fin du compte, tout a changé dans le sens du peuple égyptien. Ils ne sont plus patients à la fille. Ils sont patients, mais il y a des limites. Monsieur Mahmoud Thabit, historien, je vous remercie infiniment. Et docteur Hassan Al-Fattah, analyste politique, merci beaucoup pour votre présence et pour vos analyses. Et merci chers téléspectateurs et bonne suite de notre programme sur Malte International.